Bienvenue à tous sur Mayotte la Première. Nous sommes repartis pour un nouveau numéro de votre émission Maïcha et nous donnons la parole à des femmes qui ont choisi un métier, non pas par hasard, puisque oui, on ne choisit pas ce métier par hasard. On a même parfois envie de dire que c'est le métier qui choisit la personne. Ce sont des professionnels de santé qui ont choisi cette vocation comme profession, une vocation qui a un véritable impact sur la vie des gens, positif ou négatif, mais généralement c'est plutôt positif. Peut-être qu'on va vous donner aujourd'hui envie de tous devenir infirmiers. Deux femmes viennent nous en parler aujourd'hui, ou plutôt infirmières, car la plupart de ces professionnels de santé sont des femmes, même si on pense quelques pourcentages d'hommes infirmiers qui nous regardent aujourd'hui, mais c'est fait par la plupart du temps par des femmes. Celle qui a accepté également de nous parler de son métier, des bons moments, des difficultés, des choses à améliorer à Mayotte, c'est Moudaïna Manroufou. Vous êtes infirmière libérale. Comment allez-vous ? Ça va, bonjour déjà Youmna. Bonjour. Moi ça va très bien et je suis très contente d'être là et de parler de mon métier. Vous êtes la première qui est en relation quelque part avec les patients, puisque vous êtes à la maison. Ce n'est pas dans le processus, on va dire, habituel, où c'est le patient qui se déplace et qui va à l'hôpital. On va voir qu'il y a une autre façon de vous accueillir, il y a une autre façon de discuter avec vous, de se confier aussi avec vous. Aujourd'hui, on va aussi essayer de revenir avant tout sur votre profession, mais sur l'échange que vous avez avec les Mahorais, puisque vous rencontrez de nombreuses personnes à Mayotte, les difficultés que vous rencontrez aussi sur le terrain pour mener à bien votre profession. Et puis le but du jeu, de l'émission, sera de donner envie à d'autres jeunes femmes qui nous regardent aujourd'hui de devenir infirmières, car oui, c'est un très beau métier. Pour cela, nous l'avions déjà reçue dans une autre émission pour un autre sujet. Aujourd'hui, elle aussi, elle est venue nous en dire un petit peu plus sur les infirmiers. Elle est présidente, alors accrochez-vous, de l'Union régionale des professionnels de la santé, infirmiers libéraux de l'océan Indien. Alors, Albizetti, comment allez-vous ? Oui, bonjour, je vais bien. Merci de m'inviter sur votre plateau pour parler de notre beau métier. J'ai tout dit sur l'intitulé. Exactement, c'est Mais ça. en gros, si on veut expliquer ce que c'est, le rôle... L'URPS infirmier représente tous les infirmiers libéraux d'une région et travaille en lien avec l'ARS pour faire des projets, des expérimentations qui aident notre profession à se moderniser en même temps que le système de santé. Voilà, c'était plus clair avec vous. Au moins là, on a compris. Dites-nous, Moudaïna, pourquoi est-ce que vous avez déjà choisi de travailler dans le domaine de la santé ? Est-ce que vous n'avez fait que ça, qu'être dans le domaine de la santé ? Alors, non, je n'ai pas fait que ça, mais depuis le début, c'est ce que je voulais faire, depuis le lycée. Donc, j'avais envie de faire infirmier. Je suis partie jusqu'à faire des stages de découvert dans un hôpital pour être sûre que c'est ce que je voulais faire, rencontrer les infirmiers, les médecins, les aides-soignants et faire la différence entre ces différentes professionnels de santé. Parce que quand on est au lycée, on veut être infirmier, mais on ne sait pas exactement c'est quoi le travail de l'infirmière. Voilà, la difficulté que j'ai eue, c'est que c'est un concours. Donc, on ne peut pas dire, allez, j'ai le bac, je rentre de suite. J'ai passé le concours quand je passais mon bac. Je l'ai raté. Donc, j'ai quand même décidé de partir aller faire un BTS pour ne pas rester sans rien faire. Et je tentais le concours tous les ans d'infirmier. Jusqu'à l'obtenir. C'est ça. Et quand on l'obtient, comment est-ce qu'on est à ce moment-là ? C'est la victoire. Oui, on est très contente. Et moi, ce que je me disais, j'ai galéré à avoir ce concours. Donc, je me disais, voilà, les 3 ans d'études ont été durs, parce que c'est pas facile. Du coup, je me suis dit, quand je vais travailler, je vais laisser personne m'écraser. Et c'était vraiment ça mon but. C'est découvrir le maximum de services et voilà, ne pas subir. C'était ça. Généralement, c'est ce qu'on disait au début, c'est quelque chose qu'on choisit sans vraiment choisir, parce que c'est avant tout une envie qu'on a de faire ce métier. Est-ce qu'il y a eu un moment plus jeune qui vous a marqué, qui vous a donné envie de devenir infirmière ? Si, en fait, le déclic, c'était ma mère qui avait eu des soucis de santé, qui avait été souvent hospitalisée. Donc, c'était vraiment... le début du déclic. Voilà. Vous vous êtes dit, il faut que je sache m'occuper d'elle. Voilà, c'est ça. Et ça m'a donné envie de
de faire le métier. Bon, on salue votre mère si elle nous regarde. C'est pas facile, peut-être, selon les territoires où on se trouve. Déjà, si on commence dès le début, comment est-ce qu'on devient infirmier? Alors, comme Moudaïna l'a expliqué, il y a un concours, il y a 3 ans et demi d'études qui sont sanctionnées chaque année par des notes pour savoir si on redouble ou pas. Et puis, à la fin des études, il y a le mémoire à faire avec une mise en situation professionnelle où on est évalué. Et une fois qu'on a le diplôme, on choisit là où on veut travailler, mais on ne peut pas faire de libéral. Il faut avoir fait 2400 heures en structure hospitalière pour pouvoir faire du libéral. Pourquoi? C'est qu'en libéral, on est tout seul. Donc si on n'a pas appris à faire correctement nos gestes à l'hôpital, on peut se retrouver vite en difficulté à domicile. Donc j'imagine que tu as dû aller... Vous êtes passé par ce cap-là aussi, ce stade? Oui. J'ai travaillé même 4 ans. Et comme je vous ai dit, moi, mon but, c'était faire différents services pour avoir le maximum d'expérience. Donc, je n'avais pas l'idée d'aller forcément en libéral, mais c'était... moi, je trouve que c'est un métier tellement riche, avec différentes structures où on peut travailler. Donc, moi, le but, c'était vraiment de découvrir tous ces différentes façons de travailler de l'infirmière. Comment ça se passe, cette journée type? Puisque vous faites aussi partie de ces femmes qui ont une organisation de malades à gérer. La journée type, le réveil sonne à quelle heure? Comment est-ce de l'infirmière libérale. De l'infirmière libérale. D'accord, mais moi, je me réveille à 5 heures, enfin 4h30 plutôt, 4h30. Le matin. Le matin, donc le temps de me préparer, et je dois commencer ma tournée à 5 heures. Donc avant de partir, je regarde d'abord sur Facebook, voir ce qui se passe sur la route. Et après, je commence ma journée à 5 heures. C'est vrai que vous aussi, vous devez faire face malheureusement à la violence à Mayotte et au barrage également. Est-ce que, je touche du bois, j'espère que non, vous sortez de la maison comment quand vous vous dites est-ce qu'il y a un barrage à tel endroit? Est-ce que vous vivez des situations aussi qui font peur parfois? Souvent, en fait, on s'appelle entre collègues déjà qui travaillent dans la même zone que moi, savoir si ça va, il n'y a rien sur la route. Et après, on y va avec la crainte de se faire agresser toujours. Mais après, on se dit à 5 heures, de toute façon, toute Mayotte est dehors. C'est la seule chose qui peut rassurer. Voilà, on n'est pas seul. Est-ce que ça change du coup un peu dans l'organisation du travail? J'imagine que vous attaquez du coup la journée différemment d'un infirmier à La Réunion, à Paris ou je ne sais pas, en Martinique. Est-ce que ça vous fait vous organiser différemment? Par rapport aux violences, par exemple, est-ce que si vous deviez vous rendre chez un patient plus tôt, ça serait peut-être plus simple pour vous d'y aller à 4 heures du matin, du coup vous n'osez pas forcément y aller, vous y allez plus tard. Est-ce que vous, par exemple, pour lui, ça serait mieux d'y aller le soir et vous ne pouvez pas y aller le soir? Est-ce que vous devez travailler différemment? Oui, il y a des réorganisations comme ça. Pareil, même des patients que je dois avoir plus tôt parce qu'ils doivent aller travailler. Je ne peux pas, donc on essaye. J'en ai 2 où je vois sur le chemin de travail pour ne pas avoir à sortir très tôt. Et pareil, on a des soins le soir. On essaie de tout réorganiser pour plus tard, ne pas être dehors vers 18h, 19h. Anne-Laure, je le rappelle, vous êtes donc la présidente de l'Union régionale des professionnels de santé infirmiers libéraux. Est-ce que, parce que vous êtes en contact aussi de l'océan Indien, donc vous êtes aussi en contact avec les infirmiers de Mayotte en comparaison avec les autres de l'océan Indien, c'est quelque chose qui revient souvent, la difficulté de faire face aux violences, aux barrages J'avoue que moi je suis infirmière libérale depuis 12 ans sur l'île de la Réunion et si je viens cette semaine à Mayotte, c'est en tant que présidente de l'URPS infirmier, j'étais alarmée par de nombreux infirmiers qui vivent des difficultés dans l'exercice de leurs fonctions. Alors il y a quelques années, le plus simple, c'était les embouteillages, où il y a un vrai problème routier, où il y a des infirmiers qui ont dû s'organiser sur Mamoudzou pour travailler en scooter parce que c'est absolument impossible de circuler en voiture. Et là, avec les phénomènes de violence qui se sont aggravés depuis quelques mois,
J'ai eu mal au cœur quand on m'a transféré quelques témoignages d'infirmiers qui avaient vécu des agressions, qui avaient été bloqués sur des barrages, qui avaient pu se faire sortir de leur voiture. J'ai mal au cœur pour ces patients qui n'ont plus le droit à des soins parce qu'ils sont derrière un barrage et l'infirmier ne peut pas venir pour réaliser leurs soins. Ça pose un vrai problème de continuité des soins. L'infirmier libéral est la seule profession de santé à avoir une obligation de continuité des soins 7 jours sur 7. Le médecin, le kiné, il ferme boutique le samedi-dimanche. L'infirmier, il travaille du lundi au dimanche. Comment faire pour se rendre jusqu'à certaines populations écartées? Comment faire dans des situations climatiques avec les coulées de boue, dans les bangas? Il y a un exercice vraiment particulier à Mayotte. Et si je suis présidente régionale, normalement, c'est pour partager des problématiques régionales. C'est ce qui se passe sur les autres régions de France. J'avoue que la différence entre La Réunion et Mayotte est particulièrement grande. C'est un exercice totalement différent et j'admire ce que vous faites tous les jours et les conditions dans lesquelles vous vous rendez au domicile de ces patients. On en parlait tout de suite, l'accès chez les personnes, vous devez vivre des moments assez insolites. C'est ce qu'elle vient de dire. Ouais, pendant la saison des pluies, c'est vrai qu'on a certains patients où c'est inaccessible, soit parce qu'il faut traverser une rivière, soit parce qu'il faut il faut monter des pneus pleins de boue. Donc on essaye d'y aller parce que de toute façon on doit les voir, mais quand c'est impossible, c'est impossible, on ne peut pas. Et c'est vrai que c'est une réelle difficulté parce que on a des patients qui ne sont pas autonomes. On force en fait l'éducation pour qu'ils arrivent à être autonomes et à se prendre en charge. Du coup, quand nous on ne peut pas traverser cette rivière ou on ne peut pas monter pour aller les voir. Quelles sont les personnes, les patients que vous allez souvent rencontrer à domicile, qui souffrent de quelle pathologie ou Alors, on qui a ont besoin de quels soins? différentes pathologies. On a des patients diabétiques, hypertendus, des patients qui ont eu des AVC. C'est la plupart des pathologies qu'on rencontre le plus à Mayotte. Et après, à côté, on a tout ce qui est psychiatrique aussi. C'est ce qu'on disait au début de l'émission. Il y a une espèce de relation intime que vous avez avec les familles de Mayotte, puisque vous allez à la maison. Vous êtes la première qui entend, qui voit à peu près les problèmes d'hygiène, psychologique ou encore de violence. Comment est-ce que vous réagissez, vous, à ce moment-là? Après, ça dépend de la situation, mais oui, on est le premier professionnel qui est sur place, qui voit. Donc souvent, on joue le rôle de l'assistant social, d'une psychologue. L'alerte. Vous avez le droit de lancer des alertes? Oui, si, on doit le faire. On doit lancer des alertes, mais souvent, on se retrouve seul, surtout à Mayotte. On se retrouve seul à gérer pas mal de problèmes. C'est-à-dire, par exemple, je sais qu'il y a un problème qui est récurrent, qui est très difficile, qui a encore du mal à être géré correctement. C'est tout ce qui touche les problèmes liés à la psychiatrie. Je ne sais pas si c'est le bon terme. À ce moment-là, vous réagissez, vous, comment, quand vous dites que je dois me retrouver seule? Est-ce que ça concerne ce domaine ou Oui, ça peut concerner ce domaine ou d'autres, mais oui, ce domaine-là, par exemple, on peut être mené à appeler, à alerter qu'un patient n'est pas bien, qu'il faut qu'il soit hospitalisé, qu'on te dise, non, il n'y a pas de place. On ne peut pas le prendre parce qu'il n'y a pas de place. Et c'est réellement un souci, parce que toi, tu pars de chez le patient en sachant bien que non, c'est un patient qui n'est pas stable et il peut se passer des choses. Et vous arrivez aussi dans ces maisons avec ce membre de la famille qui n'est peut-être pas forcément stable et qui ne vous connaît pas en plus. Et parfois, j'imagine que le danger est grand quand même. Si, le danger est grand. Et puis, on a peur et on essaye, avec le peu de formation qu'on a eu à l'IFSI ou l'expérience à l'hôpital, de s'en sortir. De gérer. Oui, de gérer. Et moi, personnellement, quand j'en peux vraiment plus, j'essaie de passer la main, de voir avec un autre collègue s'il peut intervenir. Comment on gère ces moments-là, Anne-Laure? C'est très difficile parce qu'en fait, la psychiatrie a toujours été le parent pauvre de la médecine. C'est une médecine qui ne rapporte pas d'argent, qui fait peu hospitaliser. Il y a peu de psychiatres. En tout cas, dans l'océan Indien, c'est une vraie problématique, aussi bien pour La Réunion que pour Mayotte.
Et je dirais qu'avec la crise Covid, ça s'est majoré. Les patients psy sont sensibles à l'ambiance qui les entoure. Donc on a vu ça aussi au moment des Gilets jaunes. Et là, avec la crise Covid, il y a eu beaucoup plus de décompensation psy. Donc c'est-à-dire qu'ils arrivent à saturation, vraiment, ils pètent un plomb. Il y a un risque de passage à l'acte. Moi, j'ai eu l'occasion de voir ça avec un patient psy il y a 6 mois et à être obligé d'appeler les forces de l'ordre. C'est que on est des femmes et un patient psy en pleine crise, il est tout dur, tout contracté, on ne peut rien faire. Donc notre rôle est plutôt dans la prévention et comme disait Moudaïna, en fait on repère, on le sent en fait quand il va décompenser. Donc notre rôle est de donner l'alerte, mais la problématique qu'on a à Mayotte, c'est le peu de structures de psychiatrie et du coup le peu de possibilités d'assurer une bonne prise en charge et les infirmiers se trouvent confrontés à ce genre de prise en charge où il faut un peu entourer avec la famille, pas hésiter à solliciter la police quand ça va trop loin. On ne peut pas sauver le monde et du coup, il faut se faire aider. C'est très important. Comment ça s'est passé, cette période de Covid, à gérer déjà, commencer par vous, Moudaïna. Est-ce que, j'imagine, c'est même pas une question, est-ce que c'était différent? Oui, j'imagine que c'était différent. Oui, c'était Comment ça s'est passé pour vous? Pour moi, ça a été une période très stressante. Parce que je pense que c'est plus qu'à l'hôpital, parce qu'à l'hôpital, tu as les collègues à côté, tu as du soutien. En libéral, tu es un peu seul. Bon, tu as les collègues libéraux, mais qui ne travaillent pas avec toi, qui ne sont pas avec toi tout le temps. Donc, moi, ça a été très difficile parce qu'à un moment où le pic était au plus haut, je sais que j'ai fait hospitaliser au moins 6-7 personnes. Et à un moment donné, je suis restée dans ma voiture, j'ai pleuré, j'ai craqué. Je me suis dit non, c'est pas possible, c'était trop. Donc, et pareil, c'est que il n'y a pas assez de psychologues. Donc même en tant que professionnel, quand tu as envie de dégager un peu, tu peux pas. Enfin, y a Parce pas que le temps. pareil, les seuls psychologues qu'il y a à Mayotte, priorité aux patients. C'est ça. Et parce que vous êtes un professionnel de santé, donc on n'accorde peut-être pas autant d'importance, alors que c'est hyper important pour vous, peut-être même avant. Enfin, je peux pas me permettre de dire avant, mais c'est très important aussi pour vous d'avoir ces moments de relâche, d'évacuer cette peine. C'est ça, c'est surtout que moi, après ma tournée, j'essaie vraiment de tout laisser dans la voiture avant de rentrer chez moi. Donc c'est vraiment que en libéral, c'est plus dur de le faire. Toi, tu essaies de dire, allez, c'est bon, la journée est finie, je rentre chez moi, m'occuper de mes enfants, donc il ne faut plus que j'ai ça en tête. Mais en vrai, c'est jamais fini. Et pourtant, vous avez fait ce choix-là d'être libéral que de rester dans le milieu hospitalier classique. Je ne sais pas si c'est le bon terme aussi. Pourquoi est-ce que vous préférez travailler en mode libéral? Moi, le premier choix, c'est en libéral, tu es proche du patient. Tu as le temps de rester avec lui, de lui parler, de le soigner. Tandis qu'à l'hôpital, on court. On court sur les soins. Des fois, c'est à peine si tu arrives à retenir le nom de ton patient parce que tu as trop de patients, tu as 12 à gérer la journée. C'est des journées de 12 heures qui peuvent être très longues. Donc moi, c'était vraiment ce choix-là. C'est en libéral, je prends mon temps. Je choisis le nombre de patients. Je peux dire non, là, je veux plus de patients parce que ma tournée, je trouve qu'elle est assez. Parce que j'ai envie de prendre mon temps, de les voir, de les soigner, de les éduquer aussi. Parce qu'on n'a pas toujours le temps dans les services. Enfin, ça dépend des services, mais à l'hôpital, tu n'as pas le temps de ça. Tu cours, c'est tout. J'imagine que beaucoup de vos collègues aussi vous font ce retour-là. Oui, le libéral est une grande liberté de choix. Est-ce que j'ai besoin d'argent? Je veux aller vite et plutôt faire de la quantité en nombre d'actes. Est-ce que je suis plutôt une infirmière relationnelle et j'ai besoin de poser du temps avec chaque patient? Est-ce que je suis une infirmière technicienne et j'ai envie de technique, de poser des perfusions, de m'occuper de choses, d'actes très précis? C'est vrai que la crise Covid a rajouté des difficultés parce qu'il fallait se concentrer sur tous les gestes, le lavage de mains, les conditions d'hygiène.
Alors nous, c'est notre rôle de URPS infirmier d'informer, d'accompagner les infirmiers pour leur expliquer les évolutions, par exemple au niveau des dépistages, de la vaccination, des confinements. Donc on envoie des mailings à toutes les infirmières libérales, dont je fais partie aussi, de manière à sécuriser leur exercice. C'est très déstabilisant pour une infirmière libérale d'être seule, mais c'est une tellement belle richesse que d'être autonome et indépendante, que ça peut être réconfortant de savoir qu'il y a une URPS pour répondre à leurs questions, pour les diriger, pour les informer. Ça peut permettre de sécuriser les choses et d'être un petit peu plus rassuré par rapport à l'exercice au quotidien. Et c'est vraiment important, cette information aux professionnels de santé libéraux. En tout cas, vous êtes en train de répondre à notre question. Ce n'est pas du tout un métier qu'on choisit par hasard, parce que vous en parlez avec tellement d'envie que oui, c'est une vocation avant tout. Et non, de toute façon, on ne peut pas faire ce métier si on ne l'aime pas. Voilà, et si on ne l'aime pas, c'est impossible d'être infirmière. Il y a une petite partie aussi que j'aimerais qu'on aborde, l'accompagnement des patients en fin de vie. Je ne sais pas aussi si ça se dit encore comme ça, parce que je sais que vous utilisez des termes très santé, très techniques, pour ne pas heurter, etc. Est-ce que c'est déjà le bon terme ? Oui. C'est ce terme-là. Comment ça se dit soins palliatifs, mais ça s'appelle comment ? Soins palliatifs. Voilà, c'est mieux. Et comment ça se passe à Mayotte ? Est-ce que on fait appel à vous pour ça ? Comment ça se passe, cet accompagnement-là ? Oui, j'en ai eu pas mal. Après, récemment, il y a une équipe aussi de soins palliatifs du CHM qui nous accompagne quand même en libéral. Peut-être qu'on peut expliquer déjà ce que c'est que le soin palliatif pour les non-professionnels de santé. Oui, je peux vous aider à répondre à cette question-là. Pourquoi on a un terme particulier qui s'appelle palliatif ? C'est qu'on prend en charge 2 dimensions. Normalement, dans les soins, on s'occupe de la souffrance physique, la douleur. On nous apprend à l'école d'infirmière, dès qu'on voit un patient, de lui demander s'il a mal et d'évaluer sa douleur pour l'adapter. Aujourd'hui, on doit laisser notre patient dans un confort et un bien-être, donc ça passe par la prise en charge de sa douleur. Quand on rentre en prise en charge palliative, ça veut dire que le pronostic vital est engagé, que les mois sont comptés. Et il y a une dimension prise en charge de la souffrance psychologique et accompagnement de l'entourage. En fait, parfois, c'est bête. Qui se prépare à dire adieu à la personne, c'est ça ? Parfois, les soins ne sont pas si longs que ça au niveau de la personne qui va mourir, parce qu'elle ne réagit plus, elle n'est pas forcément consciente. Mais c'est la famille, la prise en charge de la famille qui va être la plus lourde. C'est une grande charge émotionnelle, mais je pense que c'est très enrichissant aussi quand même. Ça fait s'élever, ça nourrit. Comment ça se passe pour vous, Moudaïna, quand vous devez faire face à ces situations? Est-ce que vous vous en occupez aussi Si, oui, j'en ai eu. J'ai envie de dire, quand c'est des personnes âgées, ça passe plus facilement que quand c'est des... Désolée pour plus jeunes. nos personnes âgées qui nous regardent, mais non, vu que c'est un processus un peu naturel, des choses. Mais j'en ai eu aussi des plus jeunes, et là, ça a été plus difficile. Et c'est vrai que depuis l'arrivée de cette équipe mobile de soins palliatifs du CHM, on se sent quand même accompagné, parce qu'on sait qui appeler quand ça ne va pas. C'est plus le médecin traitant, mais c'est le médecin soins palliatifs. Mais comment est-ce que vous faites, du coup, psychologiquement, en tant que professionnel de santé ? C'est-à-dire que vous l'avez dit, quand un patient est malade, vous essayez de faire en sorte qu'il ait moins mal. Mais là, vous savez de toute façon que ce que vous allez lui donner ne va pas le sauver, parce que c'est déjà engagé, on vous a donné des mois, des semaines. Comment est-ce que vous travaillez psychologiquement ? Après, c'est comme Anne-Laure l'a dit, c'est plus l'accompagnement de la famille. C'est un soutien pour la famille que pour le patient lui-même. On leur explique un peu comment être à côté du patient, comment le soulager, comment lui parler. Et je pense que, on accompagne les patients, mais ça nous aide aussi, nous aussi, dans ce processus-là. Parce qu'ils sont là, tout le monde est autour. Et ça aide quand même le professionnel. Mais c'est un moment qui, j'imagine, qui est très compliqué. Mais on a aussi cette culture, je ne sais pas si c'est lié qu'à Mayotte, même un petit peu partout, j'imagine que les personnes âgées, surtout les personnes très malades, préfèrent venir partir, on va dire, tranquillement à la maison,
que de rester branché à des tuyaux à l'hôpital. Donc il y en a de plus en plus qui font le choix de revenir à la maison, d'où on a besoin de plus en plus de vos services. C'est une particularité des DOM. D'accord. En métropole, mourir se passe plutôt en institution, que ce soit en EHPAD ou à l'hôpital. Et dans tous les DOM de France, on préfère la maison. C'est culturel, on se sent mieux chez soi, on a besoin d'être chez soi. Et dans ces derniers moments, être chez soi, c'est réconfortant. La famille vient plus facilement. On continue à manger ce qu'on a l'habitude de manger. Et on va même jusqu'à choisir son infirmière, parce que parfois, elle nous suit depuis 10 ans. Et elle va nous rassurer, parce que même si on ne peut plus parler, eh ben, il suffit qu'elle pose la main sur le bras pour dire « je suis là, t'inquiète pas », pour voir le visage, en fait, s'apaiser. Et dans cette proximité, dans cette relation intime, alors parfois, ce qui est lourd mais très beau, moi je dirais que c'est les plus belles leçons de vie qu'on a. C'est que dans les derniers instants, ils nous font des confidences qui sont belles, qui sont des sacrées leçons de vie et qui nous font réfléchir sur le sens qu'on veut donner à notre vie. Et on a une vraie mission en tant qu'infirmière là-dessus. Merci beaucoup d'avoir partagé vos témoignages. Ça sera le mot de la fin d'ailleurs. Je vous disais, cette émission passe très vite. Ça serait à refaire. Vous le referez ou pas, d'être infirmière? Dernière question. Oui, je le referai. Parfait. Bah, allez-y, j'espère qu'on vous a convaincu aussi aujourd'hui. N'hésitez pas, vous avez un site internet, une page Facebook. Vous pouvez poser toutes vos questions. On essaiera également de les partager sur le site internet de Mayotte la Première à travers cette émission sur comment devenir infirmier ou infirmière. On respecte les deux. Ils sont combien de pourcentage? Les 20%. Les 20% d'hommes. Allez, je vous souhaite de passer un agréable moment sur Mayotte la Première. Merci mesdames d'avoir répondu à cette invitation et à très vite dans Maïcha.